Mesdames et messieurs, bonsoir. Rebondissement du Congo face à la crise est le thème de ce nouveau débat. Quelle riposte et comment la mener cette bataille? Nous allons y réfléchir avec moi sur ce plateau, monsieur Innocent Dimi. Il est directeur général de la Financière. Bonsoir. Bonsoir. La Financière, en quelques secondes, c'est quoi déjà? La Financière, société de bourse sur la place de Brazzaville maintenant depuis 7 ans. Structure totalement indépendante, spécialisée dans la mobilisation de ressources, les fusions, acquisitions, le développement des entreprises. Merci beaucoup. Et juste à côté, il y a M. Augustin Benazo, il est analyste économique, délégué général de CEPES Congo. Comme M. Dimi, CEPES, c'est quoi déjà? CEPES, c'est le Cercle pour le suivi et l'évaluation des performances socio-économiques du Congo, qui a pour 2 objectifs, c'est contribuer à réorienter les politiques publiques et motiver les investisseurs et les partenaires techniques, accompagner le Congo dans sa politique de diversification de l'économie. C'est compris. Et comme vous le savez, le Congo traverse une mauvaise passe économique, accentuée ces 2 dernières années par une crise aiguë qui fausse toutes les prévisions et même les perspectives de développement. Le coup est assez dur lorsqu'on voit les coupes effectuées sur le budget 2018, 1600 milliards qui a chuté de plus de 60% à comparer à celui de 2014 qui dépassait les 4000 milliards. Il y a donc beaucoup d'angoisse et d'incertitude au sein de la population, malgré les assurances des autorités. Une toute première question, messieurs, est-ce que vous pensez que les matières premières comme le pétrole et le bois peuvent-elles toujours porter l'économie congolaise ? C'est une question vraiment pertinente. La réalité des choses, c'est qu'on est contraint et forcé pour l'instant de composer avec et de faire en sorte que, bien évidemment, ces matières premières-là, qui dépendent, je le rappelle, des cours internationaux, soient le plus haut possible en termes de production. L'augmentation des réserves récente, notamment avec le lancement de Moho Nord, permet d'espérer de meilleures perspectives. Donc, bien évidemment, c'est inexorable. On gère comme ça depuis 50 ans. Il faut lentement assurer ce qu'on appelle une transition économique. Et plus le temps va passer, et plus il faut réduire la part du pétrole sur l'incidence que peut avoir sur le budget de l'État. Est-ce que avec l'arrivée de Moho Nord, la donne peut changer et dans combien de temps? Bon, Moho Nord, c'est assez imminent. Et maintenant, quant à dire que la donne peut changer, c'est pas vraiment mon raisonnement. Mon raisonnement consiste à dire que le développement du champ de Moho Nord permet d'augmenter la capacité de production de la République du Congo en termes de pétrole. Ça, c'est une réalité. Grâce à ce champ-là, on va s'approcher de 300 000 barils par jour en termes de production. Mais c'est pas ce qui va permettre de manière drastique, si vous voulez mieux, de revoir la configuration budgétaire de notre pays. Il faut tranquillement, de manière beaucoup plus sereine, assurer ce dont tout le monde parle, la diversification de l'économie, la diversification également, j'allais dire, des secteurs stratégiques qui peuvent mobiliser des ressources auprès du budget de l'État. Donc on s'acharne à parler principalement de pétrole, mais parce que la réalité, c'est que c'est ce qui tient à bout de bras notre économie depuis 50 ans. Donc bien évidemment, on ne s'assoit pas sur ça, on fait avec ce qu'on a toujours fait. L'avantage maintenant, c'est que le choc qu'on a pu subir va nous contraindre à diversifier notre économie et donc se lancer dans de nouveaux secteurs. Vous parliez à l'instant du bois. Le bois brut, si vous voulez mieux, il n'apporte pas de valeur ajoutée spécifique. C'est de la vente et puis on n'en parle plus. Non, ce qu'il faut, c'est transformer nos matières premières pour avoir une plus-value. Donc il faut s'atteler à la transformation du bois pour qu'il apporte une plus-value. Monsieur Augustin Benazo, je rappelle que vous êtes le délégué général du CEPES Congo. Donc vous êtes dans les études prospectives et stratégiques. C'est cela. Oui. Parlant des ressources naturelles, le premier point, je pense que c'est une chance pour le Congo de disposer de la grande richesse dans la sous-région d'Afrique centrale. Et le problème n'est pas cette chance, c'est une opportunité pour le pays d'aller de l'avant. Mais le problème n'est pas sur l'augmentation de la production de ces richesses. Le problème est sur la transparence dans la gestion de ces ressources. Vous savez que c'est des ressources liées à des chocs exogènes en grande partie, et des chocs endogènes aussi en minime partie. Et donc, ils ne dépendent pas du pays. Ce qui fait qu'il y a un cycle dans la baisse des coûts et qui, aujourd'hui, après 2 ans, nous l'avons constaté, que notre pays est en difficulté parce qu'on n'a pas assuré la bonne transparence et la bonne gestion des ressources récoltées pendant les 10 années de 2006
en 2014, sachant que nous avons fait les excédents budgétaires, nous avons fait l'épargne pour les générations futures. Ça veut dire qu'on avait les moyens de mieux orienter les recettes de cette ressource. Mais j'irai beaucoup plus dans les aspects de la transparence de la gestion de ces ressources, qui est une opportunité pour le Congo vraiment de booster l'économie nationale. Et parmi les deux matières premières, on a d'un côté le pétrole, de l'autre côté le bois. Le pétrole, c'est pratiquement les 80% du budget congolais. Le bois, on ne sait pas trop. Est-ce que vous pensez qu'on peut toujours parler du bois au Congo ? Oui, puisque c'est une richesse qui existe et nous avons nous faisons partie du deuxième bassin sur le plan mondial. Je pense que le Congo a pris des initiatives, notamment dans le pétrole avec l'initiative ITIE, dans le cadre de la transparence, qui est une bonne opportunité pour le Congo d'améliorer cela. Et sur la gestion du bois, il y a l'initiative FLEC. Qui appuie le Congo dans la transparence de la gestion. Mais je pense qu'on parlera toujours du bois. Il faut... au jour d'aujourd'hui, je vois que la situation paraît un peu plus difficile. Vous savez, dans le monde, on dit que l'argent appelle l'argent. Pour investir, il nous faut de l'argent. Quand on a eu de l'argent qu'on voulait investir pour diversifier l'économie, on a beaucoup plus été sur d'autres types de politiques. Aujourd'hui, nous sommes coincés, on n'a pas de fonds pour investir. Quand je regarde le budget de 2018, la part de l'investissement est à moins de 20% de ce budget. Alors à quoi on va s'attendre dans la distribution de l'économie du Congo? Sinon, ce sera un appui des partenaires techniques et financiers. Augustin parle tout à l'heure de la transparence. Est-ce que c'est un frein? Bon, moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre cette notion de transparence. Vous parlez d'une plus-value sur le pétrole entre 2006 et 2014. Vous parlez d'excédent budgétaire. Mais il y a beaucoup d'investissements qui ont été consacrés, énormément d'investissements. Et l'avantage, c'est que ces investissements, ils sont palpables, ils sont visibles. Le Congo de 2006 n'est pas le Congo de 2018. La réalité, c'est qu'on peut aller aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire parce qu'il y a des investissements qui ont été consacrés à ça en termes de routes, en termes d'infrastructure. La réalité, c'est que ça, c'est inexorable. On peut pas le nier. C'est palpable, c'est visible, on peut le toucher du doigt. Donc ça, c'est des investissements. Vous savez, la réalité, c'est que vous ne pouvez pas espérer développer un pays sans les infrastructures de base, dites de base. Alors bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses à réaliser, mais dans la stratégie du verre à moitié vide et à moitié plein, moi je préfère parler du verre à moitié vide. Je suis une nature extrêmement positive. La réalité, c'est que le Congo a pris une autre dimension sur les investissements qui ont été réalisés. Quand vous parlez de transparence dans la gestion, bon, moi j'ai envie de vous dire, ça c'est plutôt à l'Assemblée nationale de répondre à ce type de questions. Oui, je pense qu'on ne doute pas de l'investissement qui a été fait. Quand je compare le Congo des années 80 aux années 90, c'était un gros village. On est tous d'accord. Et la politique du chef de l'État avec le gouvernement de la République sur l'administration accélérée a changé la physionomie du pays. Ça, nous sommes d'accord. La question que je vous poserai, par exemple, quel est le retour de l'investissement ? Le retour en matière d'investissement de ce qu'on a dû y mettre pendant tous ces 10 ans de construction des infrastructures. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a un rapport de la Banque mondiale. Je vous rappelle qui a été fait. Il y a un rapport de la Banque mondiale en septembre 2014 qui a été interdit de diffusion. La Banque mondiale nous a tiré les leçons en disant que nous sommes en train d'investir trop dans les domaines des infrastructures alors qu'on devait aller dans le domaine de la production, l'industrialisation du pays. Aujourd'hui, si le Congo a des difficultés, parce que tout ce qu'on a investi a été beaucoup plus dans les infrastructures et non dans le développement économique ou agricole ou industriel. Vous comprenez? C'est cela la divergence de... Quand on parle d'infrastructure, il faut préciser. C'est la construction des aéroports. On a vu que tous les départements sont dotés d'aéroports, tous les départements sont dotés des hôpitaux généraux, tous les départements sont dotés des stades. Voilà. Le Congo est émaillé des routes, des routes de développement. Est-ce que c'est mauvais? Non, on dit que c'est pas mauvais. Nous en a déjà parlé. Je crois que c'est aussi qui est. Parce que vous tenez à ce rapport de la Banque mondiale, c'est ça? Qui pense que le Congo aurait pu plutôt investir dans la production, mais peut-on produire sans infrastructure? Non, la Banque mondiale n'a pas interdit au Congo d'investir dans les infrastructures. Mais c'est que la gestion, les projets ont été exagérés en termes de coûts d'investissement. Exagéré. Voilà, je ne sais pas d'où vous tenez ces informations-là. Moi, vraiment, je ne partage pas du tout cet avis-là. Moi, je dis la chose suivante. Je dis que vous demandez quel retour on a eu sur ces investissements-là. Mais moi, je vous donne un exemple concret qui touche tous les Congolais, le prix du ciment aujourd'hui.
Pourquoi il est aussi bas? Parce qu'on a l'avantage d'avoir une route Pointe-Noire-Brazzaville qui permet relativement de baisser le coût du prix du ciment. Deuxième avantage, c'est sur le prix du transport. Aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, vous allez en bus à Pointe-Noire en 6 heures pour 7 000 francs. La réalité, c'est celle-ci. Là où j'ai envie de dire que l'État n'a pas été suffisamment perspicace, c'est qu'il a énormément donné. On a l'impression d'avoir eu affaire à un État-providence. Il a donné, et aux Congolais. Parce qu'aujourd'hui, on allait à Pointe-Noire il y a encore 4 ans à hauteur de 25 000 francs quand on prenait les transports. Aujourd'hui, on y va avec 7 000 francs. Donc 3 fois moins cher. Qu'est-ce que l'État y gagne? Rien. Aujourd'hui, ça contribue à des sociétés de transport de personnes qui, pour la plupart, sont dans le secteur informel, donc ne sont pas dûment inscrits au registre du commerce, ne payent pas dûment des impôts. La réalité, c'est celle-ci, c'est que l'État a énormément investi dans ses compatriotes, permis la création notamment d'activités nouvelles, porteuses et génératrices de richesse, mais n'en tire pas l'usufruit. La réalité, c'est celle-ci. Donc, pour moi, l'augmentation de l'assiette fiscale de l'État, elle commence par ici, c'est-à-dire par une formalisation du secteur privé qui permettrait à l'État de rentabiliser ses investissements. C'est aussi simple que ça. Donc, quand vous incriminez l'État en parlant de transparence ou les pouvoirs publics, la réalité des faits, c'est pas celle-ci. La réalité des faits, c'est que l'État a été un peu, un peu trop généreux, un peu trop État-providence. Si je comprends bien, donc vous rejoignez un peu mon avis. Mais ce que je veux dire ensuite de ceci, c'est que tout ce que le Congo a eu comme investissement durant les 10 années n'a pas boosté les indicateurs socio-économiques. Ok, je peux parler du niveau de la pauvreté. Vous savez le niveau de la pauvreté aujourd'hui. Nous sommes à 50% de la pauvreté. Combien de gens ont accès à l'eau potable en milieu rural? On est à 57% de plus accès à l'eau potable. C'est vrai, le projet Eau pour tous a y apporté un grand indicateur, mais aujourd'hui, la plupart des infrastructures d'eau sont tombées en panne. Donc l'indicateur là est encore en baisse. Combien de Congolais ont accès à l'assainissement de qualité? En milieu rural, 15%, en milieu urbain, 76%. Combien de Congolais ont accès à l'électricité? En milieu urbain, 41%, en milieu rural, 12% de Congolais ont accès à l'électricité. Vous comprenez que c'est vrai qu'on y a mis des moyens, mais ça n'a pas une répercussion sur les conditions de vie des Congolais. Je te prends un exemple. L'indice du bien-être subjectif, ça existe. Vous regardez sur le mix 2012, vous trouverez l'indice sur le bien-être subjectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Congolais pense de son bien-être? Vous savez qu'on est à combien? On est en moins de 50%. Cette situation, l'exemple montre que cette situation dans le pool, on est à 34% parce que le pool, c'est un département où il y a beaucoup d'incertitudes en matière de sécurité. Donc vous comprenez que ces indicateurs-là montrent bien que nous avons les faibles indicateurs dans la sous-région parce que l'investissement que nous avons eu à faire n'a pas accompagné l'évolution de ces indicateurs. C'est vrai que des efforts ont été entrepris. Hein? Je peux prendre l'exemple sur l'espérance de vie. Nous sommes passés de 46 ans en 74 à 50 ans en 84 aujourd'hui. En 2007, le dernier indicateur, nous sommes à 51% d'espérance de vie. Vous voyez, il y a quelques évolutions à certains niveaux, mais vraiment les indicateurs de base au niveau pays ne sont pas favorables. Autrement dit, vous incriminez le manque de transparence, le manque de gouvernance. Oui, ça rentre en ligne de compte dans l'évolution de ces indicateurs. En d'autres termes, il faut changer d'acteur, hein, si je comprends bien. Je pense qu'il faut y mettre des acteurs qui sont cohérents et qui ont le respect des règles et des principes. Alors avant de passer à la suite, Innocent, une réaction? Quand vous parlez de changer les acteurs, vous parlez desquels? Vous pouvez être beaucoup plus précis. Moi j'insiste vraiment sur ça. Sinon on renverse la table, tout le monde s'en va. Je veux vous dire que j'enseigne les ressources humaines dans quelques universités de la place. Okay? L'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde en 1998, okay? Est-ce qu'après ils ont gagné la Coupe? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'en 1998, la France avait une équipe où il y avait une cohérence, il y avait tous les éléments nécessaires qui font qu'on arrive à la victoire. Alors que si vous avez autour de vous des gens qui n'ont pas l'esprit de la cohérence, qui n'ont pas l'esprit d'équipe, on ne pourra pas aller au résultat.
Comprenez? C'est un exemple pour montrer comment une équipe peut aller au résultat si c'est dynamique, si il y a l'innovation, si il y a le partage et s'il y a tous ces éléments qui rentrent dans les comptes. Moi, je pense que vous vous dérobez un peu. Allez au bout de votre logique et soyez plus précis. Donnez quelques exemples où il faut considérablement changer les acteurs. Parlez de quels acteurs exactement? Vous preniez l'exemple du football. Je peux terminer. Prenez l'exemple du football à l'instant en disant que l'équipe de France, ainsi de suite. Bon, pour moi, c'est pas le meilleur des exemples. Vous savez pourquoi? Parce que la carrière d'un footballeur, elle est extrêmement courte. Même je suis un grand passionné de football. La carrière d'un footballeur, elle est très courte et elle est assujettie à beaucoup de problèmes. De la même manière, je pourrais vous répondre que l'équipe de France de 98 a gagné l'Euro de 2000 par la suite. Avec exactement les mêmes joueurs. Il y en a un qui a changé. On a amené Nicolas Nelker, on lui a amené Guy Varche. Donc ils ont gagné le 2000 derrière. Laissez-moi terminer. Et puis ils n'ont pas réussi en 2002. On pourrait également dire que parce que Zidane était blessé, parce que Pires s'était fait les ligaments croisés. Bon, on va pas parler de football et refaire le débat. Vous voyez que je suis très 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 au fait de la situation. C'est pas de ça dont il s'agit. Je pense qu'on peut pas comparer la gestion d'un État avec une équipe de football. Je pense que réellement votre exemple est extrêmement mal choisi. Et puis l'autre aspect important, c'est que la différence entre la Coupe du Monde de 98 et 2002, pour en terminer par là, c'est que c'était pas le même sélectionneur. Et qu'en réalité, si Aimé Jacquet était resté sélectionneur, l'équipe de France aurait certainement gagné la Coupe du Monde de 2002. Mais avec des si, on peut refaire le monde. Bon, moi je veux que vous soyez précis quand vous dites il faut changer les acteurs. Mais soyez explicite. L'exemple de l'équipe de France, ce n'est pas voir l'équipe comme, ce n'est pas voir la France comme en tant qu'équipe, voir les conditions qui permettent à un ensemble de personnes d'aller au-delà des attentes de son peuple. C'est là où je vais arriver. Je ne prends pas l'exemple de l'équipe pour prendre cet exemple. Non, c'est voir le résultat. Comment on a fait pour arriver à ce résultat? Parce qu'il y avait une cohésion, parce qu'il y avait une entente, parce qu'il y avait vraiment des gens capables de surmonter le défi dans ce type de secteur. Aussi, quand vous ramenez cet exemple au niveau de la gestion du pouvoir public, c'est la même chose, c'est une équipe. C'est une équipe que le président choisit autour de lui pour booster le développement économique d'un pays. Et pour y arriver, il faut de la méthode, il faut de l'innovation, il faut de la cohésion. C'est ce que je veux dire. Je ne prends pas l'exemple de l'équipe pour faire une comparaison avec le gouvernement. Non, c'est en termes d'approche de gestion, en termes d'approche managériale. C'est là où moi je voulais y aller. Je ne prends pas ça à l'équipe. Alors une question à vous deux pour passer à la suite. Si ce n'est pas une question de pétrole, une question de bois, une question de production, apparemment j'ai comme l'impression qu'il s'agit d'une question d'homme. Est-ce qu'on est tous d'accord? Quand j'entends Augustin, et apparemment, quand je t'entends un peu lorsque tu parles d'équipe de France avec toutes les modifications qu'il y a eu, Guy Varche, ligaments, Zidane et tout, c'est une question d'homme finalement. Non, moi je suis absolument pas d'accord. Je vous l'ai dit, je vous ai donné un exemple extrêmement concret. Moi je comprends non, je comprends je comprends pas du tout, mais je comprends ce qu'il veut dire. Dans son propos, il est très explicite. Il dit qu'en fait c'est une question de changer le gouvernement. Pour répondre concrètement à la question que je posais. Bon, moi je dis que les choses ne sont pas aussi simples et que ça ne se présente pas de la manière de cette manière-là. Moi, je dis que nous avons des nations extrêmement jeunes et que, en l'occurrence, dans ces nations jeunes, on a besoin d'hommes extrêmement forts pour les gérer. La dure réalité, c'est celle-ci. Parce qu'on a pu le constater ces derniers temps, les ambitions naissent de partout, les uns et les autres se voient plus beaux qu'ils ne le sont, plus chefs qu'ils ne pourront jamais l'être, et cela crée des tensions. La réalité, elle est brutale, mais moi je vais vous la dire telle que je la pense. Je pense qu'aujourd'hui, le président Sassou Nguesso est l'homme de la situation. Et il a encore une fois démontré, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement sage, j'en veux pour preuve la gestion de la crise du pool. Vous imaginez la capacité qu'il faut pour avoir autant de sagesse, encore une fois, dans l'intérêt collectif et général. On prend, on pardonne, et ainsi de suite, les agiter, on va trouver des solutions, habiller. Parce que le président, il part d'une posture extrêmement simple. Il se dit, je ne peux pas développer mon pays s'il n'est pas unifié. Et si pour cela, je dois, moi, en qualité de premier citoyen de la République, faire en sorte que les brebis égarées, quoi que ce ne soit pas le terme consacré, brebis égarées, c'est même trop facile, que les acharnés du pouvoir, les hommes d'anti-valeurs réintègrent, j'allais dire, le lot commun des Congolais, eh ben je vais le faire. Parce que ce qui compte, c'est l'intérêt commun.
Vraiment, je connais très très peu de chefs d'État qui soient capables d'avoir ce niveau d'élévation. Et je ne suis vraiment pas convaincu que si ça avait été un homme moins sage à la tête de l'État, ça se serait passé de cette manière-là. On connaît énormément de va-t-en-guerre. On a vu plus ou moins les agitations qu'il y a eu autour de la situation du Djopoul, qui, je le rappelle, était une situation extrêmement grave. Extrêmement grave, qui a été lourde de conséquences et qui a pesé dans la crise économique qui a vécu notre pays ces 2 dernières années. La dure réalité, elle est là. Merci beaucoup, Innocent. Mais il faut qu'on évolue. Alors, non, je pense que tu pourras faire la riposte, Augustin, tu pourras faire la riposte. Non, le chef de l'État a une légitimité parce qu'élu par le peuple congolais. On va couper le micro. Tu pourras faire la riposte tout à l'heure. Il faut qu'on avance, sinon on va rester autour de ce débat sur cette question. Du peuple congolais. On ne parle pas de chef de l'État ici. Dans combien de temps, finalement, Augustin, dans combien de temps le Congo faudra-t-il au Congo pour se relever de cette crise qui a pratiquement paralysé les secteurs clés de son économie? Il faut combien de temps au Congo? Pour moi, il n'y a pas de temps révolu pour le développement d'une nation. Cela dépend de la politique mise en place par les pouvoirs publics, notamment le gouvernement de la République, pour essayer d'amener le pays vers les voies meilleures. Aujourd'hui, j'ai suivi le discours du Premier ministre à l'Assemblée, de sa politique générale. C'est fondé sur aucune base de cadre stratégique. Je ne sais pas si M. Dimi pourra me dire le contraire. Aucune base de cadre stratégique. On était en cours d'élaborer le PND et aujourd'hui, le PND 2, phase 2, on ne sait pas à quel niveau il se retrouve. Et aujourd'hui, le gouvernement navigue, on ne sait pas sur quel cadre stratégique. En ce moment-là, on se demandera quelle est la vision de sortir le pays de la crise. C'est vrai, le chef de l'État a donné des orientations pour améliorer le secteur agricole, notamment sur les trois cultures. Mais est-ce que cela suffit pour sortir le Congo de la situation? Quelles sont ces cultures? On parlait de la culture de la banane, la culture de... je crois que il y avait le manioc, il y avait le cacao, et puis il y avait une autre culture, peut-être que je l'ai pas en tête. C'est pas grave, donc le chef de l'État fait déjà allusion à la diversification de l'économie. Tout à fait. Donc pour que le Congo s'en sorte, il faut diversifier son économie. Moi je pense que le Congo devait se reposer sur la plupart des atouts qu'il dispose. Lesquels? Il y a des atouts en matière de la richesse humaine. Ok, je ne connais pas M. Dimi, mais quand je le vois, et par rapport à ce qu'il a présenté sa structure, je me rends compte que c'est quelqu'un qui connaît son métier, ok, et qui est capable de défendre son métier. C'est l'avantage du dividende démographique. C'est la richesse. Dans un pays, c'est la richesse. Moi, je ne parlais pas de la ressource humaine, mais je parlais de la richesse humaine. L'homme, c'est une richesse. Vous allez voir que la plupart des pays qui sont allés au-delà de leurs intérêts économiques, ils ont mis les hommes en tête. C'est pour cela qu'on dit que c'est la qualité des hommes qui détermine le développement d'une nation. Ok, c'est des hommes qui ont respect des lois et des principes, des hommes qui ont le respect des droits des autres. Ok, ça fait partie des éléments à prendre en compte. Il y a la volonté de faire des innovations. Ajouter à cela l'éthique, la responsabilité, ou ce que les Anglais appellent la comptabilité. Une responsabilité irréprochable. C'est cela, on a besoin de recapitaliser sur la richesse, la richesse humaine de l'homme. Alors une question. Est-ce que le Congo peut miser sur le dividende démographique pour s'en sortir déjà? Bon, bien évidemment, c'est un avantage indéniable, mais je pense qu'on a passé notre temps à l'expliquer. Ça, c'est une ressource qui est générale en Afrique. C'est l'humain, c'est la jeunesse de ces nations-là, et particulièrement au Congo. Mais moi, je veux être pragmatique sur les sujets, sur les sujets économiques. Bien évidemment, l'humain est au centre de tout. C'est un discours extrêmement salvateur. Sauf qu'il faut être pragmatique. Concrètement, comment on fait pour rebondir? Ouais. On a parlé des mines et du bois. D'accord. Ça, c'est un acquis. On le sait. Après, c'est assujetti au cours mondial. Moi, je vais avoir une réponse brutale. La solution, elle est immédiate et il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il va falloir réduire le train de vie de l'État. C'est la dure réalité. Réduire le train de vie de l'État, c'est réduire la voilure des charges. C'est pas compliqué.
dans une entreprise, quand le carnet de commandes tend à se vider, eh ben, on réduit le personnel. Je vous l'ai dit, dans sa grande mansuétude, le Congo a favorisé l'intégration à la fonction publique pour tellement de gens que c'est devenu le Saint Graal. Et on a négligé le secteur privé, alors que c'est pas possible. Il n'y a pas d'État qui peut se développer sans un secteur privé qui est fort. Donc, en réalité, ce qu'il faut faire, c'est privatiser. On a besoin d'argent immédiatement, d'accord, on privatise. Il y a énormément de structures d'État à privatiser qui aujourd'hui ne fonctionnent pas et qui coûtent cher à l'État. Je donne un exemple concret. Quand vous avez une structure comme le CFCO, chemin de fer, qui dans un pays est développé, est la pierre angulaire de l'économie, que c'est encore une charge pour l'État. C'est pas normal. Je dis pas qu'il faut privatiser l'intégralité du CFCO. Je dis qu'on pourrait partir dans une stratégie où on privatiserait 49% du CFCO. D'accord ? Donc on vendrait 49% du CFCO à des spécialistes des chemins de fer. Ça permettrait de récupérer 49% de la valeur du CFCO et de tous les investissements qui ont été consacrés. Ça permettrait de sortir les agents du CFCO et les intégrer à une structure privée. Donc ce serait une charge en moins, une charge importante en moins. Innocent, tu vas continuer tout à l'heure. C'est l'heure de la pause. Hein. On prend une pause et on revient sur ce débat axé autour du thème rebondissement du Congo face à la crise. C'est la pause pour l'instant. On va en pause et on revient. Et c'est Innocent qui a la parole là tout à l'heure. D'accord. On devait revenir sur la dividende de la démographie.